Bonjour tout le monde. Encore une fois, malgré ce contexte difficile qui s'éternise, je vous propose de parler athlétisme et de mettre en avant les athlètes bretons qui performent. Cette semaine, nous revenons sur l'épreuve sur route organisée à Barcelone le 31 décembre dernier sur un parcours réputé hyper roulant le long de la mer, lors de laquelle des tentatives de record du monde et d'Europe étaient annoncées. C'est ainsi que nous avons pu voir évoluer notamment Morad Amdouni sur le 10 km ou encore Jimmy Gressier qui enchaînait 5 km puis 10 km à des niveaux internationaux dans les deux cas. Au milieu de tout ce beau monde, 5 Bretons étaient présents, répartis sur les 3 courses au programme, le 5 km élite, le 10 km élite et le 10 km open. Et ces 5 garçons, figurez-vous qu'ils m'ont fait l'immense plaisir d'être présents tous ensemble. Alors pour le moment, pas tous, il y en a un qui va arriver tout à l'heure, mais pour débriefer avec nous cette épreuve, lors de laquelle de nombreux records perso sont tombés. Voilà, vous les apercevez tous, à part Maël Siko qui cache son visage, mais ce n'est pas grave. Donc j'accueille avec grand plaisir, voilà Maël Siko, Simon Bédard, Fabien Prigent et Charles Perrault. Et on attend avec grande impatience Maël Gouillette, qui, d'après son attaché de presse, est encore aux soins après l'entraînement, mais il va nous rejoindre incessamment. Voilà, j'ai déjà été un petit peu long dans mon introduction, c'est parti. Alors, je comptais commencer avec Maël Gouillette, puisque c'est lui qui a été le premier à courir jeudi dernier. On va un petit peu chambouler nos plans, ce n'est pas un problème, et on va attaquer avec ceux qui ont couru juste après ce 5 km élite. On va donc attaquer avec Simon Bédard, et ensuite, on viendra vers Maël Siko. Simon, tu étais invité à participer à cette course élite, donc je voulais juste savoir, donc c'est mis sur pied avec de grandes ambitions, on annonce des tentatives de record du monde chez les filles, des tentatives de record d'Europe chez les garçons, donc gros plateau. Bon, ça n'a pas forcément été le cas au niveau des records attendus. Comment ça s'est passé en termes d'invitation? Comment tu es contacté? Quand ça se passe? Est-ce que tu as le temps de faire une préparation un tout petit peu cohérente pour cet événement? Mon objectif de fin de saison, c'était vraiment le 10 km à Los Angeles sur piste. Et j'avais prévu de couper 10 jours juste après ça. Mais du coup, c'était quand même prévu en amont, un mois à l'avance, fin novembre, mi-novembre. Il y a Martin Casse qui m'a contacté pour courir le 10 km élite à Barcelone, en me disant que c'était un parcours assez roulant et que ça pouvait être sympa. Et du coup, j'ai tout de suite accepté. Mais en fonction de ce qui s'est passé et dans ma préparation, j'avais quand même prévu de couper 10 jours. Donc, je savais que je n'aurais pas été à 100% pour cette course. Ouais. Mais j'avais quand même prévu de la faire au vu du contexte, du fait qu'il y a quand même très peu de courses. Et quand même, un 31 à Barcelone, c'est quand même toujours sympa. Ouais, c'était bon, effectivement. Donc, Martin Casse, que tu as cité, c'est déjà celui qui avait participé à la mise sur pied du 10 km à Albi, hein, avec Sébastien Gamel, l'entraîneur de Djilali Bedrani. Donc, quelqu'un qui bouge en ce moment un petit peu pour que les athlètes trouvent des courses. Donc, c'est bien qu'il y ait des gens comme ça qui arrivent à faire vivre un petit peu l'athlétisme dans ce contexte très compliqué. Donc, on parle de contexte compliqué. On a vu alors, rapidement ceux qui ont eu la chance de les voir, les images de ce départ. Alors, peux-tu nous expliquer un petit peu quelles contraintes vous ont été imposées pour ce départ? Donc, c'était un départ groupé pour les élites, mais pour autant, il y avait quelques petites contraintes qu'on a pu apercevoir à l'écran. Tu peux nous donner le détail? Oui, bah, de toute façon, déjà, on avait une zone d'échauffement, du coup, que ceux de la course pouvaient rentrer. Donc, on a eu, déjà le jour J, on a eu des tests Covid le jour J de la course pour pouvoir courir. Ensuite, on avait une zone d'échauffement, du coup, privatisée. Et ensuite, ils nous appelaient un par un sur la ligne de départ. Et on était tous, jusqu'à temps que tout le monde soit placé et qu'ils nous mettent en place pour le départ. On était tous espacés de 1,50 m, donc avec des distances sociales respectables. Et vraiment, les 20 dernières secondes, on s'est tous mis sur la ligne et ils ont lancé le départ. Donc, et on est même parti avec les masques. Donc, moi, je me rappelle que j'ai enlevé mon masque seulement au bout de 200 mètres de course. D'accord. Et vous deviez le remettre en fin de course au moment du franchissement de la ligne d'arrivée ou c'était Oui, alors pour ceux qui ne l'avaient plus, sinon ils en donnaient à l'arrivée, mais sinon, ouais, sinon on devait le remettre. D'accord. C'est un petit peu spécial, mais Ouais, bon, ça valait le coup de le faire, quoi. Derrière, on a une vraie course avec une vraie opposition et pas de départ décalé. voilà, donc c'est ça, vraiment chapeau pour l'organisation, elle était vraiment top. Et c'est bien qu'il y a des gens qui se mouillent quand même pour s'organiser de belles courses, puisqu'on voit par le 10 km aussi d'Albi en France, il n'y en a eu aucune. Et c'est important pour nous, on s'entraîne, on a besoin de courir, donc c'est ce qu'on veut, donc on accepte les contraintes.
Bon, alors on va venir à la course. Juste pour l'anecdote, on le verra aussi ça. Au départ, tu es hyper bien placé parce que tu es dans la roue, enfin, tu es juste derrière Morad Abdouni. Au départ, il est juste devant toi, donc tu as déjà une bonne roue à prendre dès le départ, hein. Alors, c'était peut-être pas forcément le meilleur des calculs, mais si tu voulais, tu pouvais. Ouais, ouais, bah, j'ai l'avantage d'avoir puisque on nous appelait par ordre de numéro. Donc, j'avais le numéro 9, donc j'étais déjà sur la première, deuxième ligne, donc j'étais très très bien placé au départ. Ouais. Donc, ouais. Donc, tu profites de ce bon placement justement pour partir avec le groupe de tête carrément, hein. Tu joues crânement ta chance. Bon, effectivement, tu l'as dit tout à l'heure et tu me l'avais écrit par message un petit peu avant la course en me disant que tu étais en reprise et que ce serait un peu dur. Mais pour autant, ça part, tu sais que ça part pour faire record d'Europe, donc ça part sur 27-20. Tu prends le groupe de tête. Ouais, je sais pas trop ce qui s'est passé à ce moment-là. J'avais les gens, j'ai suivi. Bon, il y a quand même Raphaël Montoya qui est parti très 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 fort devant. Ouais. Moi, j'étais quand même dans le groupe juste après. J'ai suivi et au bout de deuxième kilo, on passe assez vite, on passe en 5,37. Et là, je me dis, oula, ça commence à être dur. Et effectivement, au bout de 3 km, ça commençait à taper dans les. Commençait un peu. Niveau respiratoire, c'était un peu plus dur. Et franchement, oui, je suis parti un peu trop vite. Mais bon, c'est vrai que ce problème, j'avais pas vraiment préparé pour cette course. Du coup, je suis parti sans trop savoir où j'allais aller. Mais bon, c'était quand même sympa. Même si c'était beaucoup plus dur dans la deuxième partie de course. Tu finis 29-02, c'est quand même très très honorable, hein. Donc, on a parlé de ta course, on va un petit peu écarter, enfin un petit peu élargir l'horizon. Donc, tu poursuis des études aux États-Unis, c'est toujours le cas? Parce que là, en ce moment, tu es en France, mais c'est toujours. Ouais, c'est les vacances, donc je suis en France, mais ouais, je retourne fin janvier aux États-Unis. Ouais. Tu retournes fin janvier. Donc, ce qui est intéressant, donc, j'ai pu le lire, tu es vraiment dans une grosse structure. Tu t'entraînes, enfin, j'ai pu lire par ailleurs que c'est un peu comme l'INSEP, mais t'es à l'université. Donc, tu as vraiment des conditions top, top, top en termes de moyens. Tu indiques que ce que tu as constaté comme gros écart dans ton entraînement, c'est l'augmentation notamment du volume Ouais, depuis que tu es arrivé aux États-Unis. Et c'est ouais, voilà, c'est- c'est c'est ça. une Ouais. grosse partie de l'explication de ta progression, de ton point de vue en tous les cas. Ouais, moi je pense que c'est ça. Surtout bah, en France, j'étais autour de 70-80 km par semaine et je suis monté crescendo, mais maintenant je suis plus autour de 130-140. Donc avec des fois des pointes à 160. Donc ouais, c'est vraiment ça. Et aussi de faire des longs runs bien, bien actifs qui, je pense, aussi permettent de passer des caps. Ce que certains, pas loin de nous, peuvent appeler des tempo runs. On y Voilà. reviendra. Tu étais entraîné par Régis Guiré, hein, le président de l'Athlète du Pays de Vannes, quand enfin, tu étais toujours licencié à l'Athlète du Pays de Vannes. Et il a toujours un regard sur ton entraînement. Il t'appelle toujours pour te donner quelques conseils, ou alors vraiment tu es complètement sous la coupe de l'entraîneur américain maintenant? Non, non, on est toujours vraiment beaucoup en contact avec Régis. Par contre, maintenant, quand je suis aux États-Unis, bah, c'est vraiment mon coach américain qui a les rênes en main. Par contre, je le mets au courant de ce qu'on fait. Et des fois, il me dit, ah bah tiens, ce serait bien que tu en parles à ton coach. Là, je pense qu'il te manque ça, il manque ci, il manque ça. Et moi, j'en parle direct à mon coach là-bas. Et c'est un coach qui est vraiment très ouvert. Il est vraiment ouvert d'esprit. Du coup, il n'y a pas de souci avec ça. Mais je suis vraiment en contact avec les deux. Mais pour généraliser, quand je suis aux États-Unis, c'est vraiment mon coach américain qui a la main sur moi. Et quand je suis en France, bah, je suis un peu plus libre, mais du coup, bah, c'est vraiment Régis qui est avec moi, quoi. Mais je parle beaucoup avec les deux, que je sois en France ou pas. Comme là, il y a une semaine, j'ai passé 1 heure avec mon coach américain au téléphone pour lui dire ce que je faisais, etc. Donc, c'est vraiment enfin, je suis vraiment en contact régulier avec les deux, quoi. Alors, tu as fait allusion 2 fois, il me semble, jusqu'ici, à ce fameux 10 000 que tu as couru début décembre à Los Angeles, enfin près de Los Angeles, c'était pas Los Angeles exactement. 28-16, 28-16, un chrono énorme. Moi, j'en revenais pas. Je croyais que c'était une coquille dans l'Ouest France le jour où je vois ce chrono. Parce que faut voir d'où tu viens, hein. Tu viens de 29-57 en mars 2019. Tu fais 28-58 à passer fin août. Et là, début décembre, 28-16. 28-16, c'est Florian Carvalho. Il mène le bilan français sur 10 000 avec 28-06 justement à passer. T'es à 10 secondes de la meilleure performance française de l'année. Alors, on ne parle pas de Morad Amdouni qui ne s'est pas aligné, Jimmy Gressier qui ne s'est pas aligné sur un 10 000, mais quand même, cinquième meilleure performance française de la saison, alors que vous êtes tous les cinq dans un mouchoir de poche.
Là, tu as passé un palier. Là, tu rentres dans une autre dimension. Parce que juste le sub 29, c'est quelque chose. Quand on commence à se rapprocher de 28, c'est une autre catégorie d'athlètes. Ouais, ouais, je suis content. Bah, c'est vraiment l'entraînement qui continue et qui marche bien, ce que je vois. Donc, ça me va bien. Et très sincèrement, j'étais vraiment aussi un peu surpris du chrono. Je partais pas pour 29, 28-16. Donc, un peu surpris. Je partais plus pour 28-30, 28-35. Et au final, au vu de mon entraînement et tout ça, et dans la course, je me suis senti très très bien et ça partait pour 28-00. Au final, c'est passé un peu plus lent, c'est parti autour de 28-05 et moi, du coup, je passais pardon, en 14-05 et moi, je passais en 14-08. Et j'étais très bien, et même le lièvre s'est rangé après qu'il est passé en 14-05. Et je sentais que ça ralentissait et je voulais prendre le rythme parce que je me sentais tellement bien, je me dis, je vais prendre. Et au final, je me suis dit, non, reste patient, il reste encore 5 kilomètres. Ça se trouve, tu vas péter au 7e kilo, ça va être trop dur. Du coup, je suis resté patient, patient. Et au final, au début, on était 25, j'étais à chaque fois dernier du peloton. Et dans les 2 derniers tours, on s'est retrouvé qu'à 4, quoi. Et là, c'est là qu'on a sorti les babines un peu. Et au final, bah, 28-16 à l'arrivée, un peu surpris, mais content. Eh ben, écoute, ça te laisse de belles perspectives. C'est surtout, alors, autant la performance que la rapidité de la progression. Je vais te poser une dernière question et forcément, elle va forcément te déranger, mais il faut que je te la pose. Les minima pour Tokyo, c'est 27-30. C'est trop tôt? Ouais, j'y pense pas du tout, sincèrement. Bon. Sincèrement, faut pas non plus rêver c'est trop tôt, c'est un an, c'est presque 45 secondes. Donc, ouais, c'est même 46 secondes. Enfin, Non, moi, je pense vraiment à l'avenir proche. Donc, je prends étape par étape, je me mets pas de pression. Et voilà. Et du coup, on verra comment ça va se passer cette année. Je pense que j'ai bien progressé. Mais ça se trouve que dans 2 ans, je serai encore autour de 28-16. Donc, je sais pas, je me prends pas la tête et on verra ce que ça donne. Mais Effectivement. c'est sûr, il y en a beaucoup qui m'en parlent, mais je reste lucide et on verra course après course. Et on pourra en parler le moment venu quand mon chrono sera vraiment, on va dire, entre 27-30 et 27-40. Très bien. Bah, écoute, merci pour ce retour extrêmement détaillé sur ta course et puis ce qu'on a pu dire autour. Je vais aller vérifier que tes collègues sont toujours là parce que peut-être qu'ils sont partis, hein, ils ont pu vaquer à leurs occupations. Voilà, j'ai l'impression que tout le monde est encore là. C'est bien. Merci les gars, vous êtes restés. Alors, Simon, tu étais accompagné sur ce 10 km élite par Maël Sico. Il y a quelque chose qu'il va falloir que tu m'expliques, Maël, parce que toi, tu étais inscrit, j'ai cru comprendre, en tous les cas, que tu étais inscrit sur le 10 km Open. Et en fait, non, tu as couru la course élite. Alors, comment ça s'est passé? Tu as joué de ton influence internationale pour avoir un dossard bleu plutôt qu'un rouge? Alors, comme dirait mon agent et ami de The Running Collective, j'ai fait le forcing et j'ai pris mon destin en main, on va dire. C'est-à-dire que, au vu de mes performances, il fallait faire moins de 30 minutes pour participer à la course élite. Et, euh, et ça, bah, j'avais pas de chrono référence. Mais vu ce que j'avais fait à l'entraînement et vu mes sensations, je me sentais vraiment capable de faire moins de 30. Et donc, j'ai usé des relations qu'on a avec, bah, justement, grâce à Simon, Maël et Charles, et surtout auprès de Martin Casse pour contacter l'organisateur et au dernier moment rentrer dans la course élite, puisque j'ai eu la réponse, ça devait être la veille à 23 heures. Ouais, donc en termes de logistique, ça changeait pas grand-chose. Ça changeait l'heure de départ d'une demi-heure, quoi, à peu près, ou d'une heure. Ouais, voilà, Mais, c'est ça. euh, mais voilà, c'est pas les mêmes conditions de course et tu t'inquiétais un petit Exactement. peu pour la densité devant, effectivement, sur la course open. Tu avais les rampes Oh, de pff, lancement Prigent et Perrault pour les 3 premiers kilomètres, mais après, c'était juste, quoi. ouais, ouais, j'étais, non, enfin, j'allais dire, j'étais pas serein. Non, parce que moi, j'y allais déjà avant tout pour me faire plaisir, accrocher un dossard, ce qui est chose rare en ce moment. Hmm. Donc j'y allais en profitant. Après, c'est clair que j'avais un petit amertume quand j'ai récupéré le dossard la veille et que j'ai pas réussi à négocier dans un premier temps rentrer dans la course élite. C'est vrai que ça m'embêtait un peu, quoi. C'était prévu depuis longtemps, ce 10 km, cette course, tu avais prévu depuis longtemps, t'as pu en faire un objectif ou Du tout. non? Oh, bah, en fait, du tout. C'est le jour des inscriptions, en fait, en prenant contact avec un autre Maël Alric, qui a Oui, couru aussi ce jour-là. ouais.
il s'avère que je lui ai demandé tout simplement s'il courait aux 10 km d'Albi, parce que Oui. c'est sa région. Il me dit non, moi je prépare Barcelone, il y a les inscriptions qui ouvrent ce soir. Et c'est cet élément déclencheur qui a fait que j'ai envoyé un message au gars, à tous mes copains de Mm. Seuil. Et je leur ai dit, bon, les gars, on n'est pas à 10 euros près, on s'inscrit, on verra bien si d'ici le 31, donc ça c'était début décembre, si d'ici le 31, on peut faire le déplacement en Espagne, moi je suis chaud de faire le réveillon là-bas. En plus, il y a 2 ans, on avait fait Madrid en région à l'étranger, moi j'aime ça. Et qui plus est, avec du Seuil, c'est encore mieux, quoi. Mm. Là, tu as fait le forcing pour avoir ton dossard élite, ça te met une petite pression supplémentaire, mais tu vivais très bien avec, j'imagine. Si tu vas Ouais, demander, ouais, c'est que ouais. tu es sûr de toi. Enfin, tu es sûr de toi, on n'est jamais sûr de soi, mais tu es confiant. Ouais, là, non, là, en l'occurrence, j'étais assez confiant. Euh, je savais ce que j'avais à faire. C'était partir sur les allures que je connaissais Mm. et puis advienne que pourra, quoi. Ouais. Alors, on voit sur les images que tu pars avec Hélène Aubiri qui tentait, elle, le record du monde féminin. Elle tentait 29,43. Donc, c'était tes allures, hein, puisque j'avais Exactement. cru comprendre que tu cherchais effectivement un chrono aux alentours de 29,40. Donc, ça collait pas mal. Bon, tu as pu profiter des caméras, puisque tu étais à côté de celle qui a tenté le record du monde. Malheureusement pour elle, ça s'est moins bien passé. Alors, je ne sais pas si tu as vu dans les détails, mais en fait, il y a un petit incident juste avant le Ah, premier kilo. dis-nous. Et, et ça fait l'objet de débats sur certains réseaux espagnols actuellement, où je suis dans le collimateur. Ah, Parce que en fait, elle est prise dans une chute. En fait, le lièvre indique qu'il faut tourner à droite au niveau d'un pont. Et on tourne tous à droite, sauf elle qui se ravise au dernier moment. Et en fait, on passe sur un trottoir. Et du coup, je la crochette un peu sans faire exprès. J'essaie de l'éviter, mais ça passe pas. Et elle était en train de tomber. Et je la crochette. Et elle s'étale lourdement par terre. hmm. Donc c'est clair que pour elle, oui, pas de chance. Et ce qui fait elle s'est retrouvée toute seule, mais du coup, moi aussi. Parce que après, le groupe avec lequel j'étais, on est parti assez prudemment. On est passé 2,58. Donc pour moi, c'était les bonnes allures, Hmm. mais en fait, derrière, après, personne n'a vraiment tenu les allures, quoi. Bah, 2,58 pour quelqu'un qui vise 29,40, c'est parfait, hein. Donc, Ah, pourtant, c'était. oui, c'était parfait, Ouais. mais en fait, je me suis retrouvé tout seul parce qu'après, devant, c'était passé 2,50 et il y avait un petit trou. Et en fait, j'ai un peu ramassé les morts, quoi, Bon, tout au long de la course. t'as passé des paliers toi aussi, Maël, parce que quand tu pars en 2,58 sur un 10 000, désormais, tu dis que tu pars prudemment. C'est. Ouais, ouais. Alors qu'il n'y a pas si longtemps que ça, c'était mon allure 3000, quoi. Alors voilà, c'est pareil, tu viens de 30-26 toi l'an dernier, puisque ta dernière référence sur 10 km route, c'était Houille, où pas mal de monde avait claqué des gros Ah, conos à l'époque. en info, j'ai fait Pontivy aussi, tout Ah seul oui, tu dans as la fait boue. Pontivy, c'est vrai, c'est vrai, j'ai vu ça, tu as fait Pontivy. Alors Pontivy, c'était pareil avec un protocole un peu bizarre. Tu as fait Pontivy. J'ai pas retenu Pontivy, tu as raison. 30-26 à Houille, mais tu étais un petit peu moins rapide à Pontivy de mémoire. Ouais, mais il y avait Euh, la tempête. Il y ah avait de bah la oui, tempête. oui. Et j'avais couru 30-26. tout seul. Et tu avais couru tout seul, effectivement, avec ce système de départ échelonné. Donc 29-33, là, quand même, je pense que c'est même un petit peu mieux que ce que tu attendais. Et surtout que bon, les conditions, d'après ce que tu nous décris, elles n'ont pas été tout à fait idéales. Ce Non, petit incident en début de course, c'est fort. même les gars te le diront. C'est pas, on s'attendait à un parcours ultra rapide. Et on s'est tous dit à la fin, ouais, Ouais, c'est pas un parcours à. un record Enfin, du monde. il y avait moyen de faire mieux, surtout vu l'infrastructure. Oui, Après, oui. c'est pareil, l'organisateur à sa décharge, protocole Covid oblige, il a dû s'adapter. Donc, Je t'ai posé la question tout à l'heure pour savoir depuis combien de temps tu savais, parce que moi, je suis un petit peu. Je me demande comment vous faites, vous, athlètes, alors que normalement, dans une saison normale, on sait un an à l'avance quel jour aura lieu la finale des championnats de France. Et là, un mois avant, on découvre qu'on a une course. Comment est-ce qu'on fait pour gérer une préparation, un pic de forme? Parce que là, t'es pas loin, enfin, tu as réussi à optimiser ton potentiel à l'instant T, alors que les conditions ne sont pas optimales pour projeter un objectif à moyen terme. Comment vous faites? Je répercute vraiment une interrogation qui m'a été soumise. Comment vous faites pour gérer ça, cette saison hachée et ces objectifs qui tombent, on ne sait pas quand, et des fois pour 15 jours après? moi, je vais répondre en premier, si vous me le permettez, les gars. Enfin, vraiment, depuis le premier confinement, déjà, avant tout, c'est sport plaisir. Euh, et donc, j'aime bien la borne, donc je borne, que ce soit à vélo d'ailleurs ou à pied. Et puis après, c'est prendre les objectifs les uns après les autres et prendre ce qu'il y a à prendre, quoi. Donc, on accroche un dossard, ok, bah, c'est cool. On peut pas, bah, tant pis.
Et puis on se motive comme ça on a fait des petits challenges, les courses connectées sur le premier confinement. Moi j'en ai refait avec les copains sur le deuxième confinement. On a fait l'Equiden ASICS et ça permet un peu de mettre un peu de piment à l'entraînement et justement, mine de rien, ça fait des bonnes séances spécifiques et ce qui fait quand même bien monter la forme, quoi. Donc, vous réussissez quelque part, alors, de façon artificielle, à simuler une vraie saison. C'est quelque part ça qui fait que vous arrivez à tenir. Vous vous créez des objectifs. C'est ça qui fait que vous ne souffrez pas trop. Enfin, c'est comme ça que j'interprète. Tu me dis si je dis une bêtise, hein. Si, non, enfin moi en tout cas c'est ce que je veux dire et d'autant plus que le fait de ne pas avoir vraiment d'objectif à court terme, ça permet de voir sur le plus long terme et justement de travailler peut-être différemment. Enfin, je sais que moi du coup j'en ai profité pour travailler différemment et travailler d'autres points qui font que mine de rien on trouve d'autres axes de progression, quoi. Ouais. Alors, tu as parlé rapidement, tu as dit que tu bornais énormément à pied, mais aussi à vélo. Effectivement, il faut que le monde sache que tu es champion de Bretagne de duathlon. Et comme en plus en 2020, il n'y a pas eu, il y a pas eu de nouveau championnat de Bretagne, tu as conservé ton titre. C'est une discipline dans laquelle tu as l'air de t'éclater. Tu fais deux disciplines qui te plaisent bien. Alors, tu n'iras pas forcément sur le triathlon parce que la natation, c'est un petit peu rédhibitoire quand il s'y prend tard. Mais sur duathlon, tu arrives à quelque chose d'intéressant. Tu comptes persévérer dans la discipline ou c'est vraiment encore tout le temps dans la notion de plaisir et je vais là où le vent me porte? Je compte persévérer parce que c'est un double projet et j'y prends du plaisir parce que c'est des courses, hein, les Grands Prix. J'en parlais encore avec Benoît, Nicolas cet après-midi. C'est des courses où il y a énormément de densité et de niveau. Clairement, tu ne vaux pas 31 aux 10 km. Tu peux pas faire dans les 30, quoi. Enfin, c'est hyper intense comme effort en plus. Donc, Fabien pourra en attester d'ailleurs pour avoir essayé quelques duathlons. Et, et c'est vraiment une discipline qui me plaît parce que c'est un peu à l'image du cross, c'est vraiment la bagarre tout le temps, quoi. Donc, tu Et il continues. y a ce côté vélo plus vélo qui ajoute un peu de piment, ce côté transition, ce côté technicité un peu de l'effort. Et ouais, moi, ça me plaît vachement. Sur l'athlétisme, quelles sont tes ambitions? Quelle distance tu vas viser? Est-ce que t'as déjà fait moins de 9 minutes sur 3000 steeple, donc maintenant tu attends Yacoub. Mais sur d'autres disciplines, qu'est-ce que tu fais là? Qu'est-ce que tu vises? Déjà, 2020, l'objectif, c'était les France de marathon qui étaient à Rennes pour terminer la saison, j'allais dire en beauté, après avoir un peu tâté l'affaire et les 42 km à Vannes il y a 2 ans maintenant. Ouais. Et ça reste toujours un objectif sur le long terme en clôture de saison. Donc là, je sais pas, peut-être que je referai un peu de steeple, mais l'objectif, c'est de passer un cap surtout sur 5000, me rapprocher des 14 minutes. Donc pour se rapprocher des 14 minutes, il faudra aussi savoir aller vite sur 1500. Donc Ouais. c'est un tout, quoi. On a le plaisir d'assister à l'arrivée en direct pendant notre réunion de Maël Gouillet. Donc toi, tu as participé aussi à cette course élite. Tu as été invité, comme Simon, relativement en amont pour participer à ce 5 km. On va directement passer sur toi, ta course, comment ça s'est passé. On te voit faire, sur les images du départ, tu fais carrément le all shot. Tu pars devant Jimmy Gressier. Des sensations extraordinaires à ce moment-là? Ouais, enfin, tout d'abord, c'est vrai que c'est vrai que ouais, le 5 km, c'était pas prévu. Je me suis décidé assez tardivement pour y participer. C'est vrai que 3 jours, non, 4 jours avant la course, j'étais pas encore inscrit. C'est vrai que ma préparation était un peu chamboulée, on va dire, ces dernières semaines, comme j'ai eu une petite douleur au tendon qui m'a fait un peu prendre du retard dans ma prépa. Donc, ça faisait 3 semaines que je reprenais. J'avais des bonnes sensations à l'entraînement et c'est vrai que je me suis dit avec mon coach, avec Marc Rosé, on s'est dit pourquoi pas finir l'année par une petite course s'il y en a une. C'est vrai que au début, j'avais pas vu qu'il y avait la course à Barcelone. Puis j'ai vu les gars, que ce soit Maël et Charles, qui ont fait une séance à Briquigny une semaine avant. Je les ai vus, j'étais à faire une séance aussi. Et puis ils m'ont dit donc qu'ils allaient à Barcelone et c'est vrai que on va dire même pas un jour après, j'ai entrepris les démarches avec Charles et puis Martin Casque que je remercie pour m'avoir inscrit à cette compétition. Et du coup, pour en revenir après sur la course, c'est vrai que voilà, j'avais pas trop de repères sur la discipline. C'est vrai que voilà, j'ai fait une prépa foncière, bon, qui a été un petit peu chamboulée, mais j'avais envie de reprendre la compétition, de remettre ce dossard, d'avoir un peu le stress et l'adrénaline de la compète. Et donc, ouais, je suis parti, on va dire, sans trop de repères avec les gars devant.
Ça a tenu jusqu'aux 3000 mètres et puis après, ça a été le gros popcorn, on va dire. Voilà, je suis parti sur des bases, on devait être sur les bases de 14 minutes, peut-être un petit peu moins au départ. Et puis, c'est vrai que voilà, j'ai payé un petit peu ce manque d'entraînement que j'aurais pu avoir sans ma blessure. Mais voilà, l'objectif, c'était de prendre du plaisir, retrouver un peu la compétition. Et puis, enfin, il n'y a rien de mieux que la compétition pour faire des bonnes séances et pour progresser. Donc voilà, je suis content de ma course. Et voilà, maintenant, on va attaquer l'année 2021 avec de grosses ambitions et on va bien préparer ça, quoi. Donc, aucun regret. Tu fais donc Non, pas du tout. tu Non, fais au contraire. 14-40. Tu sais que tu vaux mieux, mais l'essentiel est Voilà, c'est voilà. ça. Mais voilà, l'objectif, comme j'ai dit, voilà, c'était prendre du plaisir. C'est vrai qu'on n'a pas eu beaucoup de compétitions en 2020, donc il faut en profiter quand il y a des telles compétitions avec une bonne ambiance, un gros niveau. Donc non, franchement, c'était aucun regret, c'était top, quoi. Je me suis renseigné aussi sur le record de Bretagne du 5 km route. Alors là, c'est une discipline récente puisque ça a été initié par World Athletics en 2019. Eh bien, écoute, D'accord. tu ouvres les annales du record de Bretagne sur Ah le 5 bah, km route. Il n'y en avait pas eu de couru par des Bretons jusqu'ici. Donc, le premier record de d'accord. Bretagne, l'histoire retiendra que c'est Maël Gouillette qui a établi la marque à 14,40 sous réserve de contrôle antidopage négatif. Voilà. Mais a priori, Non, je tu pense qu'il auras, n'y a pas de souci là-dessus. voilà. Tu as rapidement évoqué le nom de Marc Creuset, donc ça fait partie de ton actualité de cette année. Tu as muté depuis le Trégueux-Langueux Athlétisme vers le Haute-Bretagne Athlétisme et Voilà. tu as intégré le groupe de Marc Creuset. Quelle est ta démarche quand c'est jamais facile de quitter son club formateur. Quelle est ta démarche et quelle est ta logique quand tu viens au HBA? Ouais, c'est vrai que voilà, on va dire le transfert s'est fait un peu voilà, après la saison sur piste. C'est vrai que je suis pas trop, j'en ai pas parlé, on va dire publiquement et ouvertement voilà, auprès de tout le monde. C'est vrai que voilà, ma démarche, mon objectif, c'est Paris 2024. Voilà, il y a un moment donné, faut faire des choix. C'est vrai que voilà, j'ai grandi au Trégueux-Langueux Athlétisme hein, et j'en remercie tous les encadrants, mon ancien coach Daniel Carfantan et puis Marie-Pierre. C'est vrai que voilà, ils m'ont fait grandir. Voilà, je pense que dans la continuité, c'est la continuité en fait de mon parcours. Hein. Je veux continuer à évoluer. Voilà, le club du HBA, c'est un club, c'est un très grand club hein, qui est en élite, notamment aux interclubs. C'est un club élite. Et puis rejoindre le groupe de Marc, c'est vrai que c'est un groupe de haut niveau. Il y a une émulation au sein de ce groupe. Et puis voilà, tout le monde se tire vers le haut, vers la performance. Voilà, tu as noté quelques athlètes. Il y a aussi Victor Corler hein, voilà, qui, on va dire, l'homme, enfin, l'athlète à suivre, justement, notamment cette saison. Donc, voilà, tout le monde se tire vers le haut. Et voilà, ma démarche, c'était d'intégrer un groupe performant où c'est que, voilà, je peux. Déjà, notamment le fait de retrouver un groupe. Hein. C'est vrai qu'avant, je m'entraînais souvent seul et puis je retrouvais les athlètes du TLA le week-end. Et là, voilà, le fait d'être au quotidien avec des athlètes, ça tire vers le haut. Donc voilà un peu le pourquoi de ma démarche. Et voilà, j'en suis content aujourd'hui. Et j'espère que voilà, on va aller chercher des titres et puis de grosses ambitions pour atteindre mon objectif en 2024. Alors, je note, tu as dit quelque chose rapidement, on y reviendra plus tard. Je note que la notion de groupe est importante pour toi et tu penses que, enfin, tu le dis et je pense qu'on le répétera tout à l'heure. C'est important de s'entraîner en groupe, ça tire vers le haut et c'est une composante Exactement. de la performance. On y reviendra tout à l'heure. Je ferai réagir l'un d'entre vous sur le sujet. Donc, tu n'as pas encore 22 ans, Maël. Donc là, tu annonces tes ambitions, Paris 2024. J'avais déjà noté ce trait de caractère chez toi. Alors, tu ne dois pas t'en souvenir, toi, mais moi, ça m'avait interpellé. C'était le jour de Carhaix 2019, donc décembre 2019, le jour où tu gagnes le titre sur le cross-court. Je te vois arriver sur le circuit. Tu étais encore en tenue, enfin en jogging, pas encore commencé l'échauffement. Je te vois juste à ton regard. J'ai tout de suite dit à ceux qui m'entouraient, parce que ce jour-là, j'étais au micro, j'ai dit à ceux qui m'entouraient, j'ai dit, bah, cherchez plus le vainqueur, c'est Maël Gouillette. Tu avais t'avais le regard du tueur, c'était incroyable, mais t'étais, tu affichais une sérénité et une confiance en toi. Alors, je ne sais pas si tu le ressentais, mais j'ai l'impression à ce moment-là, ça m'a impressionné. Est-ce que tu ressens ça, le fait de savoir ce que tu veux, d'aller droit devant toi, d'aller droit au but, ou est-ce que je te le dis et tu le découvres? Non, c'est pas, enfin, je le découvre pas. C'est vrai que voilà, pour tout athlète,
on sait où on veut aller. C'est vrai que voilà, au fil des courses, on prend de la confiance, on prend de la maturité. Et je dirais que voilà, j'ai pris réellement confiance pour mon premier titre de champion de Bretagne en cross long. Et c'est vrai que après, voilà, avant j'étais un peu, on va dire, le petit dans la catégorie. Et c'est vrai que voilà, des courses comme ça aide à prendre confiance. Puis maintenant, je sais ce que je veux. Et donc voilà, non, c'est pas, je le découvre pas. C'est vrai que j'essaye à chaque compétition de me mettre dans ma bulle et puis voilà, de penser à tous les efforts et tous les entraînements qui ont été faits derrière pour justement la compétition, c'est là où on doit se faire plaisir. On s'entraîne dur tous, hein, tous les athlètes s'entraînent dur à l'entraînement et puis voilà, la récompense, elle vient à la compétition. Donc, Tu nous as parlé tout à l'heure donc, de ton ambition à moyen terme, Paris 2024. Tu partirais sur quelle distance? ouais, bah en fait, enfin là, actuellement, c'est vrai que mon choix, il est sur 1500 mètres. Je pense que voilà, le 1500 mètres, c'est la discipline phare du demi-fond. Mon objectif, c'est vraiment de descendre le chrono le plus bas possible sur 1500 mètres pour ensuite, après, monter sur 5000 mètres. Donc voilà, en 2024, j'aimerais participer voilà, au JO sur 1500 mètres. Et puis après, par la suite, c'est voilà, dans la continuité, le 5000 mètres. Et puis en plus, après, on pensera aux grandes distances. Alors, une dernière question, puis après, je passerai à nos deux derniers collègues qui ont couru sur le 10 km Open, Charles Perrault et Fabien Prigent. Une dernière question. À ton avis, quels axes de développement, sur quel aspect Marc va mettre l'accent dans un premier temps? Ouais, c'est vrai que voilà, je suis arrivé dans le groupe avec j'ai plusieurs facettes à explorer encore au sein de l'entraînement. Là, je dirais, voilà, j'ai commencé la musculation cette année, tout ce qui est travail de PPG, musculation, vitesse. Voilà, c'est, je dirais, les principaux axes que je travaille et puis en continuant avec sur une base foncière. Très bien. Bah, écoute, merci Maël. On va Bah, passer merci. à mes deux derniers interlocuteurs. Alors, ceux qui ont participé à la course avec des gros guillemets populaires, parce que ces deux messieurs ne sont pas venus là pour amuser la galerie. Donc Fabien et Charles, hein, je m'adresse à vous deux. Vous avez également couru les 10 km à Barcelone, mais sur une autre épreuve. Donc le 10 km duquel Maël Sicot a cherché à s'échapper lâchement, mais il y a réussi. Il craignait peut-être la concurrence. Enfin, bref, vous avez eu droit à un protocole de départ légèrement différent des élites. Là, les élites, ils sont partis espacés. Là, ils avaient tous leur carré d'1,50 m. Vous, c'était un peu différent. Alors, Fabien, est-ce que tu peux nous raconter comment ça s'est passé, votre départ? Oui, tout à fait. Alors nous, on était des courses, il y avait 3 courses de 350 coureurs, donc avec des départs à une demi-heure d'intervalle. Donc on était appelés les 350 premiers, mais on devait resté en ligne en 6 par ligne, et du coup avec des dizaines et des dizaines de lignes avec des petits pointillés façon départ de F1 justement. Et donc il y avait un départ de la vague de 6 personnes toutes les 5 secondes. Et le problème, c'est que l'organisation espagnole n'avait pas forcément fait l'ordre de départ par rapport au niveau. Donc, nous, avec Charles, on s'est retrouvés dans la première série, mais au fin fond de la grille, on va dire. Et donc, on est parti dans les derniers. Donc, on a un peu slalomé sur les premiers kilomètres en remontant les coureurs. Donc, c'était un peu particulier. Mais au moins, on a eu la chance de pouvoir courir, donc on ne se plaint pas du tout. C'est juste que un tout petit peu plus de préparation, peut-être pour nous, ça nous aurait plus plu pour pouvoir courir avec les gens de notre niveau, parce qu'on s'est rendu compte qu'on a fait 9e de la course et 20e. Et en fait, finalement, on a couru tout seul toute la course quasiment, quoi. Ouais. Donc, juste le petit point noir, c'était ça, quoi. Oui, alors un petit point noir, mais que tu relativises énormément compte tenu de la performance que tu réussis à l'arrivée. Alors effectivement, après, tu peux te dire j'aurais pu faire encore mieux, mais tu viens pour faire moins de 31, tu fais moins de 31. Ouais, tout à fait. Bah ouais, j'avais un record en 31-14 et c'est vrai que du fait de l'absence de compétition, on s'est beaucoup entraîné et peut-être mieux entraîné entre septembre et décembre, vraiment avec des gros blocs d'entraînement et un peu plus de volume aussi pour ma part, du fait du manque de compétition. Et j'ai vraiment fait monter la forme et je partais pour moins de 31 parce qu'à l'entraînement avec Charles et nos collègues d'entraînement parisiens, on avait vraiment passé des grosses séances sur des allures 30-40, 30-50 pour ma part. Donc je partais aussi assez serein. Et finalement,
je partais vraiment serein sur 30-40, 30-50 et finalement, ça a été juste parce que le fait de courir tout seul et le manque de compétition sur la fin de course, ça m'a un peu surpris et ça a été difficile sur la fin. Ouais. Ouais, mais c'est quand même bon, une très jolie performance. Là, ça commence à causer. Enfin, déjà 31-14, c'était déjà haut, mais après, c'est des barrières psychologiques. Faire 30-59, c'est très différent de faire 31-01. Et on le sait Ouais. tous, il y a des seuils comme ça. Et là, je pense que la satisfaction elle est énorme de casser cette barrière. On a chacun ses barrières, chacun ses barrières. Bientôt, pour Simon, ce sera 28. Pour toi, c'est 31, mais je veux dire, il n'y a aucun jugement de valeur là-dessus. C'est chacun ses barrières. Et le fait de la casser, ça fait plaisir. Ah oui, carrément. Ouais. C'est vrai que j'avais fait ça, oui, avec le record de Maël Sico, les dernières, c'était également un oui. Et moi, j'avais fait 31-14 et je m'étais dit vraiment 2020, c'est mon gros objectif, c'est moins de 31. Et voilà, j'étais allé de frustration en frustration avec les annulations. Et là, c'est un peu un cadeau tombé du ciel, hein, le 10K de Barcelone avec Maël qui nous en parle dans l'après-midi, l'ouverture des dossards à 18h. Voilà, moi, j'étais connecté un quart d'heure avant, quoi, clairement. Et du coup, je suis super heureux parce que c'est inespéré. Et puis, pour moi, ouais, c'est une barrière que je voulais passer depuis longtemps et c'est chose faite. Et maintenant, je me rends compte que j'ai gagné 25 secondes en un an, sachant que là, je pense que tu aurais peut-être pu faire un peu mieux, mais même si je suis très content là. Donc, dans la tête, ça change aussi les choses. Ouais. On Ouais. peut voir plus haut maintenant, quoi. On peut voir plus haut. Alors, je vais un petit peu glisser là. Je suis tombé sur une interview que tu avais donnée ce qui tu as donné sur le site de ton club, le Stade Lesnevien, parce que tu es Stade Brestois, mais avant tout Stade Lesnevien. Hein. Il y a une belle identité Ouais, au Stade Lesnevien. Donc, tu mettais en avant quand tu avais. Alors, j'ai plus la citation exacte, mais pourquoi tu as choisi l'athlétisme? C'est quelque chose comme paradoxalement, j'ai choisi l'athlétisme parce que c'est un sport collectif. Mm. Et donc, tu insistes beaucoup, et c'est pour ça que j'ai un petit peu insisté quand Maël a prononcé un petit peu la même phrase juste avant. Tu insistes sur la nécessité d'avoir un groupe et que pour toi, c'est pas juste mieux d'être en groupe. Pour toi, c'est nécessaire d'être en groupe pour pouvoir réussir dans ce sport. Est-ce que tu peux un petit peu développer là-dessus? Ah bah oui, carrément, encore plus après ce qu'on a vécu en 2020, parce que l'interview, c'était début 2020, et là, toute l'année 2020, ça me conforte vraiment dans cette idée-là, parce que si je pense qu'on a tous battu nos records et on a tous pris du plaisir quand même à Barcelone, c'est aussi parce qu'on s'est entraîné en groupe et qu'on a tenu le choc malgré la situation sanitaire qui est quand même hyper compliquée et le fait qu'on puisse pas faire notre passion, en fait. Et le fait qu'on soit beaucoup entraîné, notamment de septembre à décembre avec Charles et mon groupe d'entraînement à Paris, c'est qu'il y avait avant tout un énorme plaisir de se retrouver. Et en fait, c'est quasiment la seule chose qu'on avait droit de faire, en fait, vu les mesures sanitaires. On ne pouvait pas sortir, on ne pouvait pas vraiment aller boire un verre, etc. Et le fait de se retrouver quasiment tous les jours et encore plus les week-ends pour les sorties longues, etc., c'est extra. Et ouais, pour moi, la notion de groupe, c'est ce qui est le plus important dans l'athlète. Et c'est ce qui fait vraiment progresser parce que, par exemple, dans mon groupe, tout le monde a des hauts et des bas. Et en ce moment, on a un athlète avec nous qui est Pierre Xolin, donc du HBA. Et en ce moment, il nous tire vraiment tous vers le haut, quoi. Il est vraiment énorme à l'entraînement. Il nous fait vraiment mal et du coup, il nous tire vraiment sur toutes les séances. Et ça fait vraiment plaisir parce que sans ça, des fois, on n'irait pas se dépouiller s'il y avait personne devant, quoi. Bon. Donc, moi, je trouve que mon record et le record de Charles, je pense, c'est aussi le record de tout le groupe. Et là, ils étaient hyper heureux pour nous quand ils ont vu nos résultats et on a eu des messages de leur part et ça faisait vraiment plaisir. Ouais, quand l'un de vous réussit, c'est tout le groupe qui réussit et c'est vraiment ce qui ressort. On a pu voir quelques photos que vous avez affichées sur les réseaux sociaux et qui faisaient vraiment bien plaisir à voir. D'ailleurs, j'ai réagi à l'une d'entre elles parce que franchement, il y a des photos qui disent tout, des regards, des sourires. Enfin, c'est vraiment une plénitude. Les mecs, ils sont cuits parce que ils viennent de courir, mais c'est la banane, quoi. On sent la plénitude et Ouais, c'est beau, carrément. quoi. C'est beau. Bon, Ouais. on vient de parler avec toi de l'importance du collectif en athlétisme. Un détail n'aura pas échappé justement à tous ceux qui ont vu la course et vous verrez les images que je vais coller sur le montage. Bien que vous n'appartenez pas au même club, Fabien, toi, donc tu es au Stade Brestois, Stade Mmh. Lesnevien, et Charles, HBA, et pour autant vous avez couru sous les mêmes couleurs. Ouais. Donc, avant d'approfondir ce sujet, parce que là il y a un sujet, on va venir vers toi, Charles. J'espère que tu es toujours avec nous. Je sais que tu es là, je te vois. J'avoue, alors, des 5 garçons que j'ai face à moi aujourd'hui, et pour autant, Dieu sait que tu as un niveau que moi, que je n'aurais jamais pu envisager, même à mon heure de gloire, qui n'a jamais existé d'ailleurs. C'est toi que je connaissais le moins avant de préparer l'entretien. Et bon, c'est une lacune que j'ai désormais comblée.
J'ai découvert qu'avant même cette course, en fait, tu avais déjà couru sous les 32, 31,54. Et donc, voilà, tu es déjà un athlète déjà très costaud. Et puis là, tu arrives et tu nous fais pareil. Mais comme tout le monde, j'ai l'impression que c'était. Vous étiez là, et toi, Charles. Donc, tu viens avec 31,54 et tu nous fais 31,29. Grosse progression. Et là, tu viens t'afficher encore plus parmi les spécialistes bretons de la discipline. Ça commence à en faire un certain nombre, grosse densité sur le 10 km en Bretagne, et tu en fais partie. Les photos, justement, je les évoquais à l'instant, les photos qu'on a vues après la course ne laissent aucune place au doute. C'est la grosse satisfaction. Charles, vas-y, raconte-nous En vrai, comment ça se passe. je dois t'avouer que je partais pour un sub 31. C'est vrai Ouais, ouais. Ah, vous êtes gourmand, hein, mais c'est bien, c'est bien. Non, mais en fait, j'avais fait des séances avec Fabien. Je me sentais bien, je me sentais costaud. Et je me suis dit, bah vas-y, hein, on y va, on prend le taureau par les cornes et il faut être audacieux dans la vie. Et j'y suis allé. Bon, je suis revenu, en fait, avec Fabien, on a couru ensemble. Ouais, on a couru ensemble les 3 premiers kilos. Je suis reparti un peu en arrière. Et je suis revenu sur lui au 6e kilomètre. Et là, Fabien m'a fait une attaque, clairement. Voilà, il n'a pas voulu que je reste avec lui. Il m'a clairement fait sauter. Il m'a fait sauter le caisson. Et ouais, les 3 derniers kilomètres ont été très longs. Je suis passé ouais, à peu près, on était à 3,04, ouais, 3,04, je crois, jusqu'au 3,04, 3,05 jusqu'au 6e, je crois. Et après, je suis passé en 3,15, 3,10, quoi. Donc, ouais, ça a été une course assez, à la fin, très compliquée. Mais après, je suis content, hein. Je reste content parce que j'ai quand même arrêté quasiment 8 mois l'athlète. Je suis parti en Australie auparavant. Je suis rentré durant le confinement. Mhm. Donc, du coup, j'avais arrêté la course à pied. Donc, je suis revenu. Et puis, le fait d'être sur Paris avec les gars et tout, franchement, c'est génial. Donc, ça motive à aller courir chaque matin, quoi. 1000 excuses encore pour avoir sous-estimé ton niveau parce que toi, tu visais carrément moins de 31. Alors après, les circonstances de course que nous a évoquées Fabien juste avant ne t'ont pas forcément favorisé. S'il a fallu remonter tout le peloton, en plus qu'il fallait zigzaguer, c'est pas forcément optimal pour ce. Alors après, c'était sympa de dépasser le Père Noël au 6e kilomètre. Hein, et voilà, quoi. Typiquement, c'était ça, quoi. Déguisement, c'est vrai. Ouais, je suis pas certain qu'il y ait énormément de gars qui courent en 31-30 qui aient à dépasser un Père Noël lors de leur tentative, quoi. Non, puis après, c'est sûr que quand tu vas sur un record, de base, en plus, il y avait un lièvre de prévu en 30-30 sur la course populaire. Enfin, il y avait tout un. Et puis après, bon, bah, je pense qu'avec le Covid, ça a fait des changements. Mais c'est pas grave, on s'adapte, ça reste un record. Et puis la prochaine fois, ça sera sub 31. Et puis voilà. Ouais, c'est ça. Bon, écoute, c'est tout à fait ce qu'il faut. Je te connaissais pas énormément en tant que coureur. Par contre, tu as éclaté à la face du monde un jour de décembre 2018. Et ça, tu vas pas y couper. Je vais placer l'extrait pour que les gens fassent bien le rapprochement. Le fameux Omar d'un Fonseca Perrault. Exactement. Il va y aller tout seul comme un grand, c'est magnifique ce qu'il fait, c'est magnifique. Allez, la coupe, putain. Allez, vas-y mon bonhomme. Non, mais il faut que les gens fassent le lien entre Bon, parce que ça avait fait un petit peu de buzz. Je crois que la sympathisante du Tempo Run Club, Mathilde Lazou, avait déjà même fait un article à portée nationale sur le sujet. Mais donc, bon, c'est sympa et tout. Le mec, il explose. Mais en plus, le mec, il court moins de 32 et est maintenant rendu à 31-30 sur 10 km. Donc voilà, je veux dire. Et là, ça me permet de faire la transition assez facilement. C'est un petit peu ce qui caractérise le Tempo Run Club, puisque c'est de ça dont il s'agit, ces fameuses couleurs portées en commun. Donc, j'ai parlé de Charles et Fabien qui les ont tous les deux portés, mais il y avait aussi Maël, les deux Maël d'ailleurs, qui ont également porté ces couleurs à Barcelone. Donc, pour revenir à cette analogie-là, c'est le sérieux à l'entraînement. Et puis bah, à côté, on s'éclate et on fait ce qui nous plaît de manière à promouvoir, comme vous êtes des promoteurs de l'athlétisme de façon assez extraordinaire. Je pense que vous avez fait s'intéresser à l'athlétisme des gens qui ne voyaient que le côté rébarbatif de la chose. Qu'est-ce que ça signifie pour vous, cette appartenance au Tempo Run Club? Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui veut le dire, mais c'est une grande famille. Ouais, c'est ça. C'est en fait, en gros, en fait, pourquoi le Tempo Run Club il marche, c'est-à-dire qu'en fait, dans chaque membre fondateur ou voilà depuis le début, en fait, il y a tout type de coureurs. Il y a aussi bien le grand talentueux comme Jawad qui va courir 40 km par semaine et qui va faire 28 minutes. L'acharné, le borné comme Sico, le plaisant Fabien qui arrive toujours à atteindre ses objectifs, le blessé de Benoît Barré, et puis bon, après il y a la légende, le roi Yacoub. Mais en fait,
chaque personne peut s'identifier en fait à un de ces athlètes. Et du coup, en fait, bah, c'est pour ça que les gens aiment nous regarder, parce qu'en fait, ils s'identifient à nous à travers tous les types d'athlètes qu'il peut avoir dans des clubs, quoi, ou même dans des groupes d'entraînement. Je pense que Simon, qui est aux États-Unis, bah, en gros, j'en suis sûr qu'il y aura toujours le mec qui va être l'acharné de l'entraînement, il y aura toujours le talentueux, il y aura toujours le blessé. Tu vois, en fait, dans chaque groupe d'entraînement, il y a toujours ces choses-là, et nous, en fait, on le met juste en lumière, en fait, c'est juste ça. Ouais, non, mais en plus, il faut bien le dire, il y a un certain talent pour retranscrire les choses. Il y a des fois des articles que vous publiez, vous savez, les fameux articles second degré où vous décrivez les stéréotypes d'athlètes qu'on peut voir à l'entraînement. Et je ne sais plus sur quel article j'étais tombé, mais j'avais l'impression que c'était à moi que vous parliez, mais à moi que vous parliez directement, quoi. Je me suis retrouvé, mais tous les points, toutes les cases étaient cochées. Et effectivement, il y a des personnages, et tu n'as pas cité Vincent Karmarek, qui a lutté pendant des années et des années pour aller faire son sub 2 sur du 800 et qui est parvenu cette année avec un bonheur indescriptible. Et encore une fois, tout le Tempo Run Club était ravi pour lui ce jour-là. Bah, en fait, c'est là la force du collectif, c'est-à-dire qu'en fait, on l'a toujours soutenu, toujours, voilà, on a toujours fait, il a toujours été là à s'entraîner, à être acharné. Nous, on a toujours soutenu, on a toujours livré, on a toujours fait les choses en fait pour qu'il réussisse cet objectif. Et puis au final, je pense que j'étais aussi heureux que Vincent fasse moins de 2 minutes que Jawad gagne en gros la manche de GP du duathlon, tu vois. Ouais. Et en fait, c'est ça, c'est pas forcément en tant que tel, chacun a ses objectifs en fait. Et dès qu'un de tes amis réussit cet objectif, bah, en fait, c'est une fête pour nous, quoi. Et même Simon, enfin, quand Simon a fait ses 28 minutes aux États-Unis ou que Maël Bouillette ait fait 3,40 et 1, je crois, 32. Ben voilà, on est heureux parce qu'en fait, ben, l'athlétisme breton, c'est une famille. Je pense qu'on est l'une des régions les plus importantes en termes de demi-fond, quoi. Je sais pas, Ouais. on voit les championnats du monde de Bretagne de cross. Voilà, c'est une fête, quoi. Tout le monde se prépare pour cette course, alors que pour la plupart des autres, là, je suis allé faire un entraînement avec la team Madassi. Les mecs, ils nous envient nos championnats de Bretagne de cross, quoi. Ils disent c'est la folie, on rêverait d'aller y participer. Ouais, et justement, c'était justement le dernier aspect que je voulais venir voir avec vous tous, en fait. Moi, j'ai l'impression, en tant que spectateur de l'athlétisme en Bretagne, j'ai l'impression qu'il se passe quelque chose chez nous, en termes d'émulation, notamment dans le fond et dans le demi-fond. Pas que, parce que ça ruisselle, pour reprendre une expression à la mode, ça ruisselle sur les autres disciplines de l'athlétisme, mais j'ai l'impression qu'il se passe quelque chose dans le fond et dans le demi-fond. Et là, je vais m'adresser à Simon, qui a peut-être un petit peu plus de recul que vous quatre, qui êtes vraiment la tête dedans dans le Tempo Run Club. Mais est-ce que toi, Simon, tu penses que le Tempo Run Club joue un rôle dans ce mouvement, dans cette émulation, dans cet élan vers le haut de l'athlétisme en Bretagne, notamment le fond et le demi-fond? Ah bah oui, clairement, bah, rien que du fait, ils partagent énormément de choses. Donc, dès qu'il y a une course en Bretagne, on le sait direct avec le Tempo Run Club. Ils mettent en pratique des live vidéos. Je sais qu'il y a beaucoup de gens, même sur n'importe quelle course. Je sais qu'il y a même des amis à moi qui cherchent à regarder des courses. Bah, on va dire les chemins de Bretagne, de cross, c'est jamais une course qui va être diffusée sur Internet ou quoi que ce soit. Et des gens qui peuvent pas venir pour X raisons ou qu'ils se trouvent à l'étranger ou au bout de la France. Même moi, l'année dernière, chemin de Bretagne, je les ai suivis. J'étais aux États-Unis et je les ai suivis en direct sur Facebook. Et c'est vraiment agréable à suivre. C'est vraiment sympa parce que quand on est fan du sport à n'importe quel niveau, qu'on s'entraîne 10 fois par semaine ou alors qu'on court juste une fois par semaine, quand on aime ce sport, on a envie de le suivre. Donc ils rendent vraiment la chose accessible. Donc, pour n'importe quel meeting ou gros meeting, chaque fois, puisqu'ils sont plusieurs dans le TRC, ce qui fait que même s'ils ne sont pas là, ils font en sorte de passer, de passer la main à quelqu'un qui puisse filmer, comme les élites, des fois, ou des gros meetings ou d'Urgam ou quoi que ce soit. Et c'est vraiment cool de pouvoir suivre ça de loin. Et franchement, oui, ça permet aux jeunes qui veulent se mettre à l'athlé de leur donner envie, quoi. Montrer qu'ils sont bien là pour représenter la Bretagne. Et c'est vraiment cette ferveur bretonne on va dire, entre guillemets, de chauvin qui marche beaucoup et
qui fait vendre, je pense. Je pense que ça amène un petit peu de culture athlée, le fait de présenter, de rendre accessible toutes ces performances. Et les athlètes, les jeunes, ils adorent. Ils sont valorisés à mort. Enfin, je veux dire, ils arrivent à claquer des perfs. Simon Desdevis, qui vient de la Tempo Run League et qui claque une 54, c'est un cadet. Il est tout content parce qu'il l'a fait devant les caméras du Tempo Run Club et sa performance a pris encore plus d'éclat. Ça aurait été juste une 54, ce serait rentré dans base athlée, ça aurait été une ligne sur base athlée. Là, il le fait devant les caméras du Tempo Run Club et ça prend une toute autre ampleur. Je voulais aborder juste un dernier point pour l'anecdote et pour clôturer cet entretien qui a été bien plus long que je ne l'aurais souhaité, mais tant pis parce qu'il y a eu des choses hyper intéressantes de dites. Vous étiez donc tous les 5 à Barcelone. Vous êtes restés le soir, j'imagine, pour fêter le passage à la nouvelle année. Je voulais juste savoir si la hiérarchie sportive qui s'était écrite l'après-midi sur la route le long de la plage a été respectée le soir ou s'il y a eu des révélations la nuit tombée lors de la 3e mi-temps. Ah non, Maël Sicot était toujours au sommet. Toujours. Pour la 3e mi-temps, ça restera le meilleur à chaque fois. Il a ce truc en plus. Voilà, bah, écoutez les gars, c'est super sans commentaire. C'est sur ce no comment de Maël Sicot que s'achève cet entretien. Vraiment, je vous remercie infiniment.